Bonjour, Raoul. Bonjour, monsieur Noureddin. Raoul, tu es conférencier, Oui. auteur, coach. Et j'aimerais commencer par une question assez simple. Oui. À quoi tu dédies ta vie? À quoi tu consacres ta vie chaque jour que tu te lèves pour aller travailler ou bien pour faire ce que tu fais au quotidien? Ok. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est l'une des questions que la plupart du temps les gens me posent, que ce soit lors des émissions à la télé, à la radio, soit si je suis invité pour des conférences. Alors, à quoi je dédie ma vie? Je peux dire que c'est par rapport à mes rêves. Chaque jour, ma vie, mes activités, tout ce que je fais donc tourne autour de mes rêves, à savoir donc m'améliorer dans ce que je fais déjà en tant que coach, formateur et auteur. Donc chaque jour, toutes les activités, mon planning, mon programme, que ce soit journalier ou soit hebdomadaire, mensuel, ainsi de suite, donc tourne autour donc de mon rêve. Donc comment m'améliorer? Comment satisfaire les gens que j'accompagne, les gens que je coach? Comment faire mieux ce que je fais? Donc c'est ce que j'essaie donc de faire au quotidien. Et d'ailleurs, je le fais avec passion, avec amour. Excellent. Donc, Ouais. leader Raoul consacre sa vie à ses rêves. Oui. Et si j'ai bien compris, ton rêve, c'est de t'améliorer et de pouvoir aider le plus efficacement possible Oui. les gens que tu accompagnes. Exactement. Tu peux nous donner un peu une idée des profils des personnes que tu accompagnes Ok. pour que les gens qui vont suivre puissent se reconnaître un peu ou bien savoir comment est-ce qu'ils vont t'approcher ou bien si c'est toi la bonne personne pour les accompagner. C'est quoi le profil Ok. de la personne type? Alors, le profil, la plupart du temps, c'est des gens qui ont, je vais dire, des difficultés par rapport à leur personnalité. Un exemple très simple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des difficultés par rapport à la prise de parole en public, par exemple, des compétences oratoires. Les gens ont des idées, les gens ont des difficultés à pouvoir s'exprimer efficacement et librement devant un public. Donc, j'accompagne donc des gens dans ce sens, donc la prise de parole en public. Deuxième chose, j'accompagne également les gens dans le domaine du développement personnel. Donc, tout ce qui tourne autour de l'élévation de l'être humain, du développement du capital humain, comment renforcer le niveau de confiance, l'estime de soi, comment donc aider les gens à se débarrasser de tout ce qui est blocage mental, soit des barrières psychologiques. Donc, j'accompagne les gens dans ce sens. Également dans le domaine donc, du leadership. Donc, j'accompagne les gens à mieux développer le leadership, à savoir travailler efficacement avec les autres en équipe, à pouvoir donc mieux aider les autres également à atteindre leurs objectifs. Donc voilà un peu le profil de la plupart du temps que les gens que j'accompagne. Excellent. Oui. Excellent. Alors, dites-nous, Oui. déjà pour avancer dans la même lancée, Oui. pourquoi, selon toi, Oui. leader Raoul, Oui. c'est important pour quelqu'un comme moi, par exemple, Oui. d'apprendre à parler en public? Ok. Alors, monsieur Nouroudi, c'est très important parce que si vous ne savez pas parler devant un public, vous n'allez pas vous permettre de faire, par exemple, cette émission. Parce que cette émission, ce podcast peut être, sera vu par peut-être des millions de personnes 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Et quelqu'un a dit, la parole c'est le pouvoir. Et à chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Wow. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à parler devant un public. Alors très souvent nous avons des belles idées, des belles intentions, nous avons tellement de choses à transmettre, mais beaucoup de fois nous avons donc cette difficulté donc, à pouvoir donc les partager. Donc aujourd'hui, apprendre à développer ses compétences oratoires, apprendre à parler devant un public, en réalité je peux dire que c'est une obligation en fait pour quiconque veut réussir dans sa vie personnelle, sociale et même sur le plan professionnel. Wow. Comme des gens aujourd'hui ont des idées, ont des compétences, mais très souvent parce qu'ils manquent de cette compétence de pouvoir parler librement devant un public, devant les partenaires par exemple, ils n'arrivent donc pas peut-être à décrocher des contrats, à gagner des partenariats, parce qu'ils ont des difficultés, ou bien ils ont des difficultés à pouvoir exprimer leurs idées avant de leur produire leurs services devant un public, devant un auditoire, juste pour convaincre les gens. Donc c'est extrêmement important pour quiconque aujourd'hui qui veut vraiment évoluer dans la vie de développer ses compétences oratoires. Alors pour terminer, lorsque vous étudiez un peu l'histoire de l'humanité, à travers les âges, à travers les époques, quand vous prenez un peu les grands rois, les leaders, les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, vous allez constater que toutes ces personnes ont quelque chose en commun. Leur capacité à parler devant un public, leur capacité à s'exprimer devant une foule, devant un peuple. Il n'y a jamais de grandeur sans cette capacité de parler devant un public. Donc, si vous voulez devenir grand, vous allez initialement passer par donc, le carrefour incontournable de la prise de parole en public, ça de l'art oratoire si vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Oui. Excellent. Merci.
J'ai entendu dire que l'une des peurs qui vient après la peur de la mort ou Ouais. celle d'autre chose, il y a la peur de la prise de parole en public. Oui. Donne-nous un cas, Leader Raoul, d'une situation dans laquelle une personne, peut-être un cas, même si vous ne citez pas la personne Oui. précisément, Oui. quelqu'un que vous avez, dont vous êtes témoin, Oui. que l'incapacité de prendre la parole en public a freiné dans, Oui. dans ses ambitions ou quelque chose comme ça. Ok. Vous avez des anecdotes à nous partager? Tout récemment, je vais dire la semaine surpassée parce que nous sommes aujourd'hui le 1er, non, le 2 août, le week-end du 11-12 juillet, si je ne me trompe pas, le week-end du 11 juillet. Donc, j'ai assisté donc, à un événement dont je préfère taire le nom, pour ne pas vraiment que ce soit, où il y avait donc des candidats pour un concours de business plan. Et vous voyez un peu, devant donc 3 membres de jury, devant lesquels donc, ces candidats devaient donc présenter leur projet, ainsi de suite. Et c'est vrai, ils se sont quand même, ils se sont battus, ils ont fait des efforts, mais ce n'est pas aussi efficace que ça. Et il y avait un candidat qui a pris la parole et tout le monde, toute la salle, parce que c'est devant quand même un public, ce n'est pas uniquement devant les membres du jury, puis c'est fini, non. C'est devant un public, y compris donc les membres du jury. Et on a senti effectivement que ce candidat tremblait, sa voix, ça ne sortait pas. En tout cas, il s'est retrouvé un peu dans un état d'inconfort total, si je peux le dire. Exactement, paralysé. Paralysé, en fait. Mais ce qui est sûr, je savais qu'il s'est quand même préparé. Parce que lorsqu'on a un examen, lorsqu'on a peut-être ce genre de concours à passer, quand même, on se prépare. Surtout s'il s'agit de business plan, simplement que tu seras financé, on va t'accompagner, tu auras peut-être ainsi de suite. Oui, je sais qu'il s'est peut-être préparé combien de temps, je ne sais pas. Mais le jour où c'est autre chose qui s'est passé. Exactement. Donc la peur de parler devant un public, naturellement, il n'a pas quand même gagné. Il n'a pas gagné. Mais il se peut que peut-être son projet soit peut-être le meilleur. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans une incapacité, sa voix ne sortait pas, de pouvoir donc défendre son projet ou ça, de s'exprimer librement et efficacement. Pour convaincre les membres du jury, il a donc échoué. Et cet exemple, il y en a tellement beaucoup d'exemples, des gens. Autre exemple, la plupart du temps, entre-temps aussi, j'étais donc à une conférence, j'ai fait partie donc des panélistes, où donc le modérateur, donc c'était un monsieur qui avait modéré donc la conférence, et c'était donc la phase des questions-réponses, parce que nous on avait fini, et le modérateur donc par hasard a choisi donc une participante, il lui a donné le micro, posé une question donc aux panélistes par rapport à tout ce qui a été développé, le thème et ainsi de suite, et cette participante était dans une incapacité totale. T'es sidéré. Et c'est sidéré, voilà un peu. Devant tout le public, tous les autres participants, c'était un peu compliqué. Et j'imagine un peu ce qu'on peut ressentir comme gêne, comme honte, pour ne pas dire le mot. Et lorsque vraiment on se retrouve dans ces genre de situations où on est incapable de placer un mot, de poser une question, soit de donner son point de vue sur un sujet devant peut-être 300, 100 ou soit peut-être 50 personnes. Donc voilà. Ça, c'est très, très intéressant. Et quand même, c'est vrai que c'est super gênant d'être dans une situation pareille. Absolument. Alors, selon toi, pour caricaturer, je vais m'améliorer en prise de parole en public. Je veux que tu me donnes en quelques points simples, pointus, quels sont les éléments sur lesquels je devrais me concentrer aujourd'hui pour bien parler en public, pour être un peu comme toi, à l'aise avec le micro ou dans une situation quelconque. Alors, merci beaucoup. Si je dis que il y a un secret magique que vous allez appliquer comme ça, je suis en train de vous mentir. Je le dis souvent aux gens lors des formations que j'anime. En réalité, je pense qu'il n'y a jamais un secret magique pour réussir dans n'importe quel domaine. Il y a seulement des choses à faire, il y a un processus à suivre, ou soit un chemin à suivre, et qu'au fil du temps, on commence par avoir des résultats et on s'améliore. Alors, mais pour répondre un peu concrètement à la question, la plupart du temps, selon mes observations, selon mon exemple personnel, en fait, tout le monde est capable de parler devant un public. Je dis bien tout le monde. Dès que vous avez cette habileté et le monde vous en donne donc le don de parler et que vous n'êtes pas né muet, comme malheureusement certaines personnes qui naissent comme ça sans avoir donc l'habileté de parler, ça veut dire que vous avez cette possibilité, cette capacité de s'exprimer devant un public. La preuve, à la maison, avec les amis peut-être au bureau, vous parlez, n'est-ce pas? C'est clair. Vous discutez. Vous faites des débats à longueur de journée, ainsi de suite, sur des sujets assez intéressants. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque maintenant on se retrouve devant 10 personnes, 30 personnes, 50 personnes, voire peut-être 100 ou au-delà de ça, on se retrouve dans une difficulté? Le problème, en fait, c'est parce qu'il
il y a un problème au niveau de notre personnalité, en fait. Personnalité. C'est la personnalité juste qu'il faut travailler. Okay. Il faut juste travailler sa personnalité, la raffiner, la peaufiner pour qu'on ait donc à installer cette capacité de prise de parole en public. Ce n'est pas si compliqué. Donc, il y a des points sur lesquels on doit travailler efficacement. D'abord, la notion de la confiance. OK. Oui, comment se faire efficacement confiance? Comment donc avoir tellement de l'estime pour soi? Comment avoir de l'amour pour soi? Et comment donc se valoriser personnellement pour y arriver? La première des choses. Autre chose, en fait, il faut se libérer en fait de certains complexes qui la plupart du temps sont liés donc à notre environnement dans lequel nous avons grandi. Okay. Il y a beaucoup de complexes en fait. En effet. Surtout donc le complexe d'infériorité, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses sur lesquelles maintenant il faut retravailler. L'autre chose, c'est donc de travailler efficacement, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la gestion de la peur. Alors c'est pourquoi tout à l'heure qu'il n'y a pas en fait un secret que je vais donner, mais des choses sur lesquelles on va travailler au fil du temps, donc qui vont nous permettre de développer effectivement. Donc la gestion de la peur, beaucoup de gens ont peur. Et dès qu'on a peur, on perd complètement en fait le contrôle des choses, alors qu'en réalité tout le monde peut le faire. La gestion du trac, comment travailler donc sa voix pour que la voix puisse sortir. Exactement. La poursuite, il y a beaucoup de choses sur lesquelles donc on va travailler. Et surtout en fait cette aisance à laisser libre cours à ses idées, à ses pensées, à ses convictions, à tout ce qu'on a à l'intérieur de soi en fait, par rapport à sa présentation, par rapport à ce qu'on veut partager avec le public, ou soit les gens devant lesquels on se retrouve. Cette habileté, cette facilité. Sinon, ce n'est pas si compliqué. Parce que j'en ai vu tellement d'exemples, de preuves de gens qui étaient complètement tétanisés, qui étaient complètement incapables de pouvoir parler devant un public, mais qui sont aujourd'hui arrivés à pouvoir le faire efficacement. Donc, c'est un peu ça. Excellent. Tu as parlé de peur. Ça, c'est un concept qui me fascine beaucoup. Oui. De quoi quelqu'un pourrait avoir peur lorsqu'il s'agit de parler en public? Quelle peur? Ok. Alors, généralement, on rencontre 3 formes de peur qui empêchent beaucoup de gens de parler devant un public. 3 formes de peur. 3 formes. Oui. La première forme de peur qui empêche les gens, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Okay. Tout à l'heure, je parle un peu du complexe d'infériorité. On se dit que peut-être on n'est pas compétent, on n'est pas la bonne personne, on n'a pas peut-être le niveau requis, on n'a pas les compétences nécessaires requises, on n'est pas peut-être âgé, on n'a pas le niveau peut-être de notre auditoire. Alors, un exemple très simple. Imaginez qu'on prenne aujourd'hui un jeune étudiant de 20 ans et qu'on lui donne le micro devant le conseil des ministres du pays. Exactement. Je n'imagine pas le toute la pression, tout ce que ça peut susciter comme en fait pression que cet étudiant va supporter. Et dans sa tête, ce sont les ministres. Je suis un jeune étudiant. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que j'ai quelque chose de bon à dire aux ministres? Des gens peut-être qui sont mes papas, mes parents, mes tontons, ainsi de suite. Donc, la peur donc, de ne pas être à la hauteur, ça c'est la première forme de peur. La deuxième forme de peur, la plupart du temps qui appelle les gens, c'est la peur de commettre des erreurs. Cette fameuse peur. Oui, je ne veux pas donc me paraître ridicule devant les gens. Je ne veux pas donc dire le à la place de la, un à la place de une, ainsi de suite. Donc je ne veux pas commettre un certain nombre d'erreurs, peut-être que les gens vont prendre peut-être comme étant un objet de moquerie et après ainsi de suite. Donc la peur de commettre des erreurs. Et donc ça empêche beaucoup de gens. Et la dernière forme de peur, soit la troisième, donc c'est la peur du jugement et du regard. Les gens ont peur du candidaton. Voilà. Le regard, les candidatons, les commentaires, les propos, les critiques, surtout négatifs de la part des gens. Donc, ces 3 formes de peur empêchent la plupart du temps beaucoup de gens de pouvoir parler librement devant un public et de laisser libre cours. Alors, ce qui fait que les gens souvent, tout le monde a quelque chose à dire, monsieur Nouroudine. Je vous dis la vérité. Tout le monde a forcément quelque chose à dire. Votre histoire, votre vécu, c'est tellement riche et les gens en ont besoin. Ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, les gens en ont besoin. Peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes en ont besoin. Et le problème, c'est que comment donc le partager ou bien comment les partager, comment les faire sortir, c'est ça donc qui cause donc le problème au niveau de la prise de parole publique. Oui. Excellent. Oui. Donc, je pense que la question du jugement et celle de la personnalité se rejoignent un peu. Dis-moi comment je vais travailler ma personnalité pour outrepasser la peur, le jugement, la peur du jugement, de la peur et la peur de ne pas être à la hauteur. Comment est-ce que, selon toi, quelqu'un peut travailler sa personnalité?
comment est-ce qu'on travaille sa personnalité pour outrepasser ces éléments? Ok. Par rapport à cette question, je vais vous donner un exemple très simple. Cet exemple, c'est celui-ci. Prenons 2 sacs. Ok. Un dans lequel, dans le premier sac, on remplit avec du sable. Okay. Dans le second sac, c'est complètement vide. Okay. Alors, lorsque le vent violent vient, lequel des 2 sacs va partir? C'est clair. Celui qui est vide. En fait, c'est la personnalité dont je parle, c'est en fait ça. Okay. Donc, comment faire? En fait, comment se remplir pour être solide, costaud, soi-même, en fait, intérieurement. Pour être, en tout cas, en fait, qui on doit être. Ouais. Ne pas être complètement ballotté, ou bien ne pas se faire, ne pas se laisser facilement influencer, balloter, déranger par l'entourage, soit tout ce qui se passe autour de soi, en fait. C'est ça la personnalité par rapport à la parole en public. Et les grands orateurs ont cette capacité, excusez-moi le terme, de s'en foutre, en fait. De ce qu'ils pensent les autres. De ce que les gens pensent. Ouais. C'est mon avis. Alors, il se peut que tout le monde ne le partage pas. C'est tout à fait normal. Chacun a quand même cette liberté, ce droit de ne pas peut-être partager mon avis. Mais quand même, je le donne, en fait. Voilà, en fait. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'on accompagne les gens à avoir cette solide confiance en eux. D'abord, les signes du fait donc de se valoriser personnellement. Exactement. Donc, à travailler donc à développer la confiance et l'estime, donc la valorisation personnelle. Et surtout, à se libérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup de blocages mentaux donc, qui empêchent les gens. Donc, lorsqu'on travaille sur ces genres d'éléments, donc ça permet à la personne d'être solide, d'être elle-même, d'être authentique et d'être naturelle. Voilà. Donc, lorsqu'on travaille avec quelqu'un dans ce sens, que la personne vraiment travaille sérieusement dans ce sens, au fil du temps, ou soit après un certain temps, ça va commencer par venir. Voilà. La personne va commencer par donc être elle-même, sérieuse, confiante, et puis le reste, ça va venir. Donc, c'est un peu ça, donc, le travail qu'on fait donc, pour aider la personne à beaucoup plus. Maintenant, au niveau de la personnalité aussi, pour ajouter, cette notion de personnalité aussi renvoie à cette façon donc, de tout faire pour quand même préserver son image. Préserver son image. Exact, préserver son image, parce que c'est très important pour un orateur. Ouais. Quelqu'un a dit, vos paroles n'auront pas donc de la valeur si vous avez donc une mauvaise personnalité. Exactement. Donc, si vous avez une bonne personnalité, vos paroles auront toujours de la valeur. Or, la valeur d'un orateur, c'est ce qui donne la crédibilité à cet orateur. C'est ce qui donne du poids, en fait. Donc, si vous n'êtes pas crédible, si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'êtes pas franc, si vous n'êtes pas loyal, donc toutes ces valeurs que vous devez, qu'un être humain doit porter, donc toutes ces valeurs donc, qui feront que votre parole, vos paroles auront de la valeur, du crédit auprès des gens, ou bien de la population, ou bien du public, ou bien de l'auditoire, c'est un peu compliqué. Donc, selon toi, comment est-ce que je soigne mon image? Comment est-ce que je deviens quelqu'un de crédible? Quelles sont les valeurs que je dois cultiver pour être quelqu'un de crédible? Comment est-ce qu'on peut soigner son image? Comment est-ce qu'on peut donc travailler avec ces valeurs? Aujourd'hui, dans notre société, ou bien dans les sociétés en général, tout le monde aime la vérité. Ouais, la vérité. Tout le monde aime quelqu'un qui, entre guillemets, qui est propre. Ouais. Si tu vois un peu, voilà. Oui, quelqu'un qui est propre, en fait. Et lorsqu'une personne, entre griffes, est sale, pour faire du mensonge, ne dit pas la vérité, tout le temps dans le faux, est-ce que les gens iront vers cette personne? Je ne pense pas. En fait, c'est ça, en fait, au niveau de la prise de parole en public. Donc, tout ce que l'être humain peut faire, bien tout ce qu'un être humain donc, peut faire pour qu'il soit le plus juste possible aux yeux des gens. Parce que quoi? Lorsqu'on parle de la prise de parole en public, il y a fondamentalement 2 images pour un orateur. Nous sommes en train de faire une formation. Il y a fondamentalement 2 images. Ok, 2 images. L'image perçue. Ok. Lorsqu'aujourd'hui on parle de Noureddin, qu'est-ce qui vient dans la tête des gens? Un jeune qui est poli, qui est dynamique, qui est vraiment non, égal, il faut lui faire confiance. Même sans vous voir physiquement, l'image perçue. Et c'est très important pour un orateur. Ok. Donc, quelle représentation les gens ont de vous dans leur mentalité, dans leur pensée? Lorsqu'on appelle votre nom, à quoi les gens pensent? Est-ce que c'est du positif ou bien du négatif? Ça, c'est l'image perçue. L'image vue. Lorsque maintenant on se présente devant les gens, donc ces 2 images, donc il faut donc travailler sur ces 2 images. Donc la première image, donc pour soigner l'image perçue, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est de travailler pour porter donc ces valeurs humaines. La loyauté, la fidélité, la franchise, l'honnêteté, la droiture, donc tout ce qui va dans ce sens où, ok, on va dire que non,
on peut lui faire confiance. Oui, il est bon, il est crédible. Non, c'est un gars qui est généreux, ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, au niveau donc, de l'image vue, lorsque maintenant on se présente, donc, soigner son apparence. C'est très, très, très important pour un orateur. Il faut soigner donc son apparence. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. On dit souvent aussi qu'on reconnaît le moine par son habillement. Son habillement, c'est clair. Aujourd'hui, on reconnaît un imam par son habillement, la façon dont voilà. Donc, lorsque aujourd'hui un imam, excuse-moi, porte une culotte et sort, ou soit il porte un jean blessé comme les jeunes aiment le dire, bien sûr, les gens risquent donc de ne pas le considérer comme un imam. Et pourtant, c'est un imam parce que juste son habillement a complètement défiguré, a façonné son image. Donc, c'est extrêmement important pour... Avant de clôturer ce sujet, oui. Le sujet de la personne perçue, oui. l'image perçue, oui. c'est peut-être valable pour des personnes qui ont déjà une certaine notoriété. Quelqu'un qu'on connaît, par exemple, un ministre, une personnalité publique, quelqu'un qui a déjà une certaine influence publique. Prenons le cas de quelqu'un qui est un total inconnu. C'est très important pour moi, pour l'audience, pour que les gens qui suivent peuvent s'identifier à ces personnes-là. Quelqu'un qui, techniquement, n'a pas... Voilà, on ne peut pas dire un inconnu, il a son petit cercle, mais quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Comment est-ce qu'il va travailler cette partie de l'image? Parce que pour moi, pour lui, la partie image perçue est assez faible parce que la plupart des gens devant qui il va parler seront des total inconnus à son égard. Donc voilà, qu'est-ce qui va peut-être donner la valeur ou bien créer déjà cette première impression vis-à-vis de cette En fait, l'image perçue est très importante, cette image-là. Parce que, je vais donner un exemple très simple. Imaginez que demain, on vous programme pour une conférence à Radisson devant, disons, 500 personnes. Et que c'est vous la tête d'affiche. Votre photo, votre image, donc votre nom, ainsi de suite. Alors, la première des choses que les gens vont d'abord se poser, la première question, autant pour moi que les gens vont d'abord se poser, c'est qui lui? C'est qui? Exactement. Ils vont d'abord chercher, en fait. C'est qui Noureddine? Quel est peut-être son background? Quel est son parcours? Quelle est peut-être sa spécialité? Première des choses. Donc, ça rentre donc dans l'image perçue. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Donc, l'image que les gens vont d'abord avoir de toi en tant qu'orateur, donc il va faire une conférence, qui va animer, je ne sais pas, un panel demain. Maintenant, pour un inconnu, effectivement, la plupart du temps, lorsqu'on a peut-être, on a déjà une popularité, on a déjà atteint un certain niveau de succès dans la vie, sur le plan professionnel de suite, je vais dire que c'est un peu plus facile. Mais très souvent aussi, la popularité n'est pas nécessairement donc une bonne image. C'est la popularité. C'est vrai. On peut être populaire. Pour des mauvaises choses. Exactement, pour des mauvaises choses. Exactement. Or, ici, ce dont nous parlons par rapport au fait de soigner son image, en fait, c'est d'aller quand même dans le bon sens, sur le côté positif, en fait. Donc, pour un inconnu qui veut, peut-être nécessairement au début, il va se retrouver peut-être avec 10 personnes, 20 personnes. Mais peu importe le secret, comment il partage avec les gens, peu importe, même si c'est devant une seule personne, même si c'est devant un enfant, faire les choses de la meilleure façon possible, en fait. Ce qui se passe, c'est quoi? La plupart du temps, même ces ministres, même ces personnalités de haut niveau, qui ont peut-être 5 ans, 10 ans d'expérience sur le plan professionnel de site, ça arrive la plupart du temps que ces gens-là se retrouvent en face de leur passé qui les rattrape. Exactement. Être intègre sur toute la ligne. Exactement. 10 ans après, 20 ans après, on découvre que lui, que le peuple avait acclamé, entre-temps de cela 10 ans, on retrouve que c'est lui peut-être qui a commis en fait la corruption la plus dangereuse de toute l'histoire peut-être du pays. C'est un exemple que je donne. C'est lui qui a commis peut-être quelque chose que les gens ne peuvent même pas penser. Et ça rattrape. Et là, complètement, automatiquement, l'image perçue est détruite. Donc, ce monsieur que tout le monde a adulé, tout le monde applaudissait, même s'il prend la parole, il n'y a plus d'effet. Exactement. Parce qu'il n'a pas donc pris le temps de travailler sur son image perçue dès le début, en grandissant. Donc, on peut arriver au sommet, c'est très important, mais le processus pour arriver au sommet, c'est très important aussi. Elle est plus important. Donc, c'est un peu cette façon de faire. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore populaire, quelqu'un qui n'est pas encore connu, bien quelqu'un qui est dans l'anonymat, mais qui veut donc arriver donc au sommet, j'invite la personne, bien je le recommande, de travailler donc sur toute la ligne pour être le plus intègre, le plus propre, entre griffes, possible. Lorsqu'il va monter, donc, ce sera toujours clean entre griffes. Et donc, ça va toujours lui permettre d'avoir une bonne image auprès donc, de son audience, du public.
pour toi, leader Raoul, que quelqu'un incarne les bases du leadership? Pourquoi c'est important pour un individu lambda qui nous suit d'être un bon leader? Et c'est quoi un bon leader d'abord? En fait, le leadership est une nécessité pour réussir dans toutes les sphères, dans tous les domaines de la vie. À la maison. Dans un couple, on a besoin d'un leader. Dans un couple entre une femme et un homme, bien sûr, même s'il n'y a pas encore d'enfant, on a besoin d'un leader. Au boulot, on a besoin d'un leader. Dans la société, en fait, on a besoin d'un leader. Alors, juste pour dire que quoi? En fait, le leadership, c'est la clé du succès. Dans la vie. Et beaucoup plus, donc, en équipe ou soit en groupe, bien sûr. Alors, quelqu'un a dit, il est impossible de réussir en étant seul. Donc, forcément, pour réussir, il faut donc composer, il faut marcher, il faut faire donc avec les autres. Donc, cette capacité, cette habilité donc, à pouvoir collaborer, à travailler efficacement avec les gens, c'est en fait le leadership. Donc, amener les gens à quitter un point A vers un point B, tout en les aidant à se développer. Donc, c'est ça en fait le leadership. Et on a besoin de ça. Dans nos familles, on a besoin. Dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos structures étatiques, ainsi de suite. Donc, on a besoin de leaders. Au niveau même, à la tête de nos États, on a besoin de leaders et non des chefs d'État. C'est clair. Donc, dès que nous allons donc commencer à pas travailler efficacement sur cette notion de leadership, ça va donc nous aider à réussir beaucoup plus, je vais dire intégrer rapidement. Parce que la lenteur, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un déficit au niveau de leadership. Donc, un bon leader, pour aller rapidement, donc cette personne qui va quelque part, c'est là où il va, développe vraiment cette compétence et invite les gens, ou soit amène les gens avec lui pour faire donc le processus, le chemin pour aller là où il est en train d'aller. Et dans tout ce processus, le bon leader, en fait, il dit aux gens, allons-y. Ça veut dire que quoi? Il fait partie en fait de l'équipe. Le bon leader dit nous. Et non je, ou soit vous. Oui, il parle toujours donc avec nous. C'est une question donc d'inclusion. Donc il inclut tout le monde. Le bon leader donne toujours le bon exemple. Et l'exemple, en fait, ce n'est pas la meilleure façon d'être un bon leader, mais c'est l'unique façon même, l'exemplarité. Ce n'est pas la meilleure façon, mais c'est l'unique façon. Parce que si on dit la meilleure, c'est comme il y a encore d'autres. Non. L'exemplarité, en fait, c'est l'unique façon, en fait, d'être un bon leader. Donc, l'exemplarité. Le bon leader, c'est cette personne également qui a cette capacité de comprendre les gens. Le bon leader également, cette personne qui est capable, en fait, de faire grandir les gens. Lorsque les gens sont avec vous durant un certain nombre de temps, il va falloir que ces gens-là grandissent. Alors, grandir, c'est-à-dire que développer, en fait, s'améliorer, en fait. Si quelqu'un fait 1 an, 2 ans avec vous en étant au même niveau, vous êtes un mauvais leader. Le bon leader doit nécessairement faire progresser les gens d'une certaine façon. Donc, ceux qui sont avec vous doivent grandir. Oui. Donc, plus les gens grandissent, plus donc, vous pouvez donc atteindre l'objectif. Exactement, c'est un indicateur. Donc, le bon leader se soucie du bien-être de son équipe ou bien des gens. Le bon leader se sert en dernière position. Leaders eat last. Oui. Donc, il y a tellement de choses par rapport à cette notion de leadership. Et surtout, le bon leader, pour conclure, c'est cette personne qui a cette capacité de prendre des risques, des fois assez énormes. Oui, c'est ça le bon leader. Et parce que on n'est pas leader si on n'est pas sorti de sa zone de confort. On ne peut pas seulement se baigner dans la sécurité. Hein, quand tout le feu au rouge et puis c'est fini. Non. Non. Donc le bon leader, en fait, c'est cette personne qui a la capacité. Même si le feu au rouge, il brise, il fonce. Lorsque tout le monde est au ralenti, lorsque tout le monde s'arrête, le bon leader avance, en fait, pour créer le chemin. Donc en fait, le bon leader, c'est cette personne qui crée le chemin là où il n'y en a pas, pour que d'autres personnes puissent marcher, en fait. Voilà, en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Tu viens de parler d'un sujet, je pense qu'on va basculer directement Ok. à travers le point que tu viens d'énumérer qui est très très important pour moi, le concept de la zone de confort. Oui. Qu'est-ce que c'est? On entend tout le temps, on entend les gens parler de zone de confort, mais c'est quoi la zone de confort? Ok. Pour expliquer la zone de confort, je vais donner un exemple beaucoup plus pratique. Alors, c'est un jeune qui vient de terminer ses études, qui a été employé dans une structure de la place. Et puis, c'est un exemple, hein. Et puis, il est payé à 200 000 le mois. Bon, il est seul. Peut-être il a pris une maison, disons, à 30-35 000, à 40 000. Il arrive quand même à se prendre en charge, à faire les petits besoins. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Entre-temps, il s'est marié. Il a un enfant.
malheureusement, son salaire n'a pas tellement augmenté. Et il sait pertinemment, il sait que son salaire, après 5 ans, ne suffit pas. Les charges ont augmenté, les besoins ne font que grandir. Et il sait qu'il doit faire quelque chose en fait pour améliorer les choses. Et ce jeune sait peut-être que oui, j'ai une idée d'entreprise qui peut vraiment m'aider d'ici 2 ans, 3 ans, commencer par gagner 600 000, peut-être 1 million de mois. Mais du fait qu'il a déjà un salaire qui lui permet donc de subvenir, ou soit peut-être de tenir les 2 bouts. Difficilement. Difficilement, on va dire oui, difficilement. Il va jamais, donc, ce jeune ne va jamais essayer donc de faire de virer en fait, ou de faire le virage pour aller concrètement peut-être dans ce domaine où il sait qu'en développant son projet, en créant peut-être sa propre entreprise d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va peut-être lui permettre de multiplier son salaire par 5, peut-être par 10. Et peut-être il va passer toute sa vie juste en ayant dans ce petit salaire. Donc, le fait donc de s'accrocher à ce petit salaire, c'est ce qu'on appelle donc une zone de confort. Alors, pourquoi on parle de zone de confort? La zone de confort, en fait, ça dépend de chacun. La zone de confort peut être pour quelqu'un, le fait d'être peut-être à la maison ne paie pas le loyer. Oui, chez les parents. Chez les parents. Peut-être ça peut être OK. Je suis avec quelqu'un, la personne me prend en charge. Donc, il y a des choses en fait comme ça. Donc, en fait, la zone de confort, lorsqu'on parle de la zone de confort, en fait, c'est une zone dans laquelle, ou bien dans une situation dans laquelle on se retrouve dans un strict minimum de sécurité, de stabilité. Et en fait, on ne trouve pas trop de gêne. À rester dedans. En fait, on n'est pas trop gêné. Oui. On est en sécurité, on a un peu de stabilité, on dit que oui, ça va. Donc, on a en fait le strict minimum en fait. Et là, on ne veut pas donc abandonner, ou soit quitter, risquer pour sortir et aller chercher donc le maximum. Exactement. Ouais. Et dans mon livre, j'en ai parlé de la zone de confort. Sortir, oui. Et je pense quelque part, j'en ai dit, pour avoir le maximum, il faut forcément quitter le minimum. Ouais. Donc, c'est en fait ce qu'on peut donc parler donc de la zone de confort. Et la plupart du temps, nous nous retrouvons d'une certaine façon chacun dans cette zone de confort. Ouais. D'une façon ou d'une autre. C'est confortable, ouais. Exactement. C'est la zone dans laquelle oui, on est en sécurité, on est en stabilité, on est à l'aise, on dit que oui, ça va, on a le minimum, on arrive à payer le loyer, on est peut-être pris en charge. Ouais. Donc, en fait, on ne veut donc pas risquer. Ouais. Faire peut-être ce qui peut nous amener à nous retrouver dans quelconque danger. On ne veut pas donc sortir dans la zone où on peut se retrouver dans le néant, ouais, à se poser la question qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir, ouais, que va-t-il m'arriver? L'incertitude. Voilà, en fait. Ça fait peur, l'incertitude. Exactement. Donc, on ne veut pas dans cette zone d'incertitude où on est dans le néant. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, en fait, c'est ça. Et la plupart du temps, ce qui empêche les gens de réussir, M. Nouroudine, c'est la zone de confort. C'est la zone de confort. Les gens ne veulent pas quitter le minimum. La sécurité qu'ils ont, peut-être les salaires qu'ils gagnent. Ah ouais. Les gens ne veulent pas. Le salaire, c'est une très, très, très grosse zone de confort. Exactement, cette zone dans laquelle la plupart des gens, les gens passent pratiquement 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais j'en ai parlé même dans mon livre, en fait. Ce que les gens oublient, c'est que tôt ou tard, on se retrouve dans une situation où on est obligé nous-mêmes à quitter. Ah, oui. Mais c'est la vie même qui nous force. Exactement. Soit les circonstances de la vie nous forcent à sortir. Ce qui est dommage pour nous. Ah, oui. Attendre que la vie nous pousse à le faire, forcer, alors qu'on pouvait le faire. On pouvait le faire. Et moi, j'en ai quand même partagé beaucoup de choses dans le livre. Avant de revenir au livre, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais t'interroger sur le livre. OK. Tu as parlé d'un sujet très important. Oui, l'exemple du monsieur qui gagne un salaire, on va dire... 200, 300, puis ça peut être 500. Ouais. Ça dépend, oui. Prenons même le salaire qui est assez difficile à vivre pour le monsieur, les 200 000 dont tu parles. La question de la gestion de l'argent, je ne sais pas... Selon toi, comment ça va se faire? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, dont je parle de temps en temps avec mon entourage, avec la communauté. Comment, selon toi, quelqu'un qui gagne un salaire modeste et qui cherche à sortir de sa zone de confort pour gagner mieux, le temps d'avoir mieux, comment, selon toi, devrait-il gérer son argent? Ça, c'est une question très importante pour moi, avant de revenir sur d'autres sujets. En matière de gestion des finances, je pense que l'une des règles les plus fondamentales, en fait, ce n'est pas la quantité que nous gagnons. Je peux dire que c'est le peu que nous épargnons, mais que nous mettons de côté. Je pense que c'est l'une en fait, des règles les plus importantes en matière de finances.
Donc, l'une des choses qu'on entend, excuse-moi, l'une des choses qu'on entend le plus, oui. c'est des gens qui te disent que non, mais je ne gagne même pas assez pour épargner. Oui. La plupart des gens vont te dire non, qu'est-ce que je gagne pour épargner quelque chose? Tout ce que je gagne part dans mes besoins et tout. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? En fait, c'est parce que ces gens, ou bien la plupart des gens, ne comprennent pas. En fait, c'est encore une deuxième règle en matière de gestion des finances, au sein de l'éducation financière. Il faut toujours se payer en premier, avant de payer les autres. Lorsque je prends mon salaire de 100 000, par exemple, le mois, la première personne que je dois payer, c'est moi-même. Même un 5 000 que je mets de côté, c'est quand même je me suis payé. Pas nécessairement que je divise le salaire par 2. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Même un 5 000. Donc, avant de payer le propriétaire, avant de payer les GELEC, avant de payer NDE, ainsi de suite, le tablier du quartier pour, je ne sais pas, le cycle, il faut première des choses, d'abord se payer en première position, en fait. Donc, c'est parce que beaucoup de personnes ne font pas, ou bien ne respectent pas, mais ne comprennent pas cette règle, ou bien ce principe en éducation financière qui consiste donc à se payer en première position d'abord. Un pourcentage qui ne va pas forcément nous mettre dans un état de danger, ou bien qui va donc nous priver de prendre, de subvenir à nos besoins les plus urgents, soit les plus vitaux, mais quand même, on met quelque chose de côté. Sur donc une longue durée. Également aussi la discipline. Deuxième chose, lorsque maintenant nous arrivons à épargner, la deuxième chose, c'est quand même, il faut fructifier l'argent. Fructifier l'argent, c'est d'investir. Le vrai problème, c'est parce que nous ne comprenons pas le fonctionnement des choses. Et comme on le dit souvent, l'ignorance, en fait, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Quand vous ignorez, c'est fini pour vous, en fait. Et c'est parce que les gens sont dans l'ignorance entre griffes. Ce n'est pas que je connais. C'est parce que la plupart du temps, nous sommes dans l'ignorance que nous subissons la vie, ou soit que nous subissons un certain nombre de choses. Exactement. Alors, lorsqu'on prend donc le cas des finances par rapport à la question que tu viens de poser, avant d'investir dans un quelconque projet, dans une quelconque entreprise, la première des choses, le premier investissement, c'est d'être d'abord soi-même, en fait. La dernière fois, j'étais avec un monsieur, c'est un monsieur qui accompagne aussi les gens. Oui. Il me dit, la plupart du temps, les gens lui l'appellent, j'ai 1 million, j'ai 10 millions, dans quoi je vais investir, ainsi de suite. Il leur répond, si tu investis tes 10 millions, tu vas perdre. Prends d'abord, en fait, un pourcentage de ton argent, investis d'abord en toi. Durant un certain temps, le reste, là, tu vas investir dans l'entreprise, dans le projet que tu veux réaliser ou bien que tu veux entamer ou bien que tu veux débuter. Le problème, c'est que pourquoi les gens ont peur, effectivement, par rapport à cette question d'investissement? Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on prend donc, le domaine des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est à la vogue. Aujourd'hui, c'est le monde entier d'aller dans ce sens. Le numérique, les crypto-monnaies, de suite. Les gens ont peur aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas. Bien sûr. Donc, la première des choses, avant même de commencer par investir peut-être $1, $2, $10, c'est de prendre un minimum de temps pour comprendre, pour s'informer, pour se former dans ce domaine d'abord. Pour comprendre comment ça fonctionne, quels sont peut-être les risques, bien sûr les avantages, le processus, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avant donc de mettre son argent. Donc, quelqu'un qui prend d'abord le temps de se faire former ou bien d'investir en lui-même, bien en elle-même par rapport à ce qu'il veut réaliser, cette personne ne trouve pas que c'est risqué. De toutes les façons, tout investissement est risqué. D'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas Dieu pour avoir la garantie à 100% que oui, quand je fais, ça va marcher. Mais quand même, lorsqu'on est informé, lorsqu'on investit en soi et qu'on comprend le fonctionnement des choses, ça nous permet quand même de minimiser les risques et non quand même de les éviter, mais ça permet quand même de minimiser. Donc, je pense que au niveau donc de la gestion des finances ou de l'éducation financière, donc c'est prendre le temps d'investir en nous-mêmes suffisamment, de lire le maximum de livres par rapport à ce que nous voulons faire, à ce que nous voulons entreprendre. Donc, si on arrive à le faire, et en plus, comme je l'ai dit, on comprend les choses. Avec l'épargne, on investit. Avec le temps, forcément, ça va produire. Ça va produire. Donc, investir en soi, littéralement, c'est investir dans l'apprentissage, notamment en lisant des livres. Suivre les formations possibles. Lire le maximum de livres possibles. Les séminaires, les conférences. En tout cas, tout ce que vous pouvez apprendre, mais tout ce que vous pouvez faire comme formation, tout ce que vous pouvez lire, qui va donc, ou bien c'est des choses que vous allez faire qui vont donc vous aider à grandir, à vous améliorer, à développer vos compétences dans le domaine dans lequel vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'investissement sur soi. Et c'est le meilleur d'ailleurs même. Excellent. Et lorsqu'on le fait sérieusement, lorsqu'on est informé dans
dans le domaine, ça devient beaucoup plus facile. Est-ce que tu encourages les gens à investir dans la crypto? Alors, d'abord, je ne suis pas un expert de la crypto. Les cryptos, conseils, je ne conseille pas. Je suis pas un conseiller. En fait, c'est tout ce qui est, je vais dire, tout ce qui est monnaie numérique. Donc, cette technologie a été créée par certain Satoshi Nakamoto en 2009, donc qui a fait en sorte que on peut donc avoir aujourd'hui une monnaie numérique sans qu'on ne la touche, mais qui a la valeur de la monnaie, qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et cette monnaie, c'est comme en fait à la bourse, qui prend de la valeur en fonction de l'offre, de la demande et du temps. C'est ce qu'on appelle, je peux dire de façon un peu résumée, les crypto-monnaies. Et comme tu l'as dit, je pense que si quelqu'un veut se lancer dans ça, le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord aller s'informer. Voilà, d'aller s'informer, de chercher de quoi il s'agit, les risques, comme je l'ai dit, les avantages, le processus, avant donc d'investir, même si c'est $1 que vous voulez investir. Sinon, vous risquez de perdre votre argent. Exactement, oui. C'est clair. J'ai lu dans le livre un concept très intéressant. Très intéressant, qui parle de comprendre le fonctionnement de votre balance du pourquoi. Wow, ça, c'est jamais entendu. La balance du pourquoi. Essaye de nous en parler un peu plus. C'est la première notion qui m'a quand même frappé. C'est à la page 47, non? La page 47. Si je ne me trompe pas. Oui, à la page 47 du livre, tu parles de ce concept. Alors, le concept du pourquoi, c'est un concept que j'ai personnellement développé à travers donc mes recherches, mes expériences personnelles. Vous n'allez jamais le trouver nulle part. C'est un concept que j'ai développé, que j'ai partagé avec les gens dans le livre. En fait, le cerveau humain fonctionne comme une balance. Oui. Et il faut donc apprendre à contrôler son cerveau. Sinon, le cerveau humain, c'est l'outil le plus puissant au monde que le bon Dieu a donné aux êtres humains. Mais malheureusement, les gens ne savent pas comment l'utiliser. Comment faire en sorte que le cerveau fonctionne à leur avantage. La plupart du temps, le cerveau fonctionne à notre désavantage. Le cerveau fonctionne contre nous. Ah, quand même, c'est dommage. C'est très 95% des humains sur la Terre, le cerveau fonctionne contre eux. Alors qu'en réalité, le cerveau doit fonctionner pour eux. Alors, le cerveau donc fonctionne comme une balance. Je vous explique. Lorsque vous travaillez sur un projet et que vous commencez par rencontrer des difficultés, lorsque vous traversez les situations peut-être un peu difficiles dans votre vie, vous avez deux choses à faire. Et ces deux choses peuvent vous permettre de continuer ça, d'abandonner. Première chose, trouvez des raisons qui vont vous permettre de continuer, trouvez des excuses qui vont vous empêcher. C'est la même chose au niveau du cerveau humain. Donc le cerveau, donc, vous connaissez une balance avec les deux plateaux. C'est la même chose que le cerveau humain. Alors, à un moment donné, lorsqu'on fait face à une difficulté, la plupart du temps, comme je l'ai dit, le cerveau des gens fonctionne contre eux. Pourquoi? Le cerveau humain, donc, c'est comme on a toujours les deux plateaux comme une balance. Un plateau, c'est ce que j'appelle le plateau raison. La raison. Voilà, les raisons donc, qui vont me pousser donc, à continuer à me battre, à ne pas abandonner. Et le deuxième plateau, donc, c'est le plateau excuse. Maintenant, comme une balance, pour voir le poids d'un objet plus lourd, c'est lui qui penche. Celui qui penche, exactement. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens chargent le plateau excuse plus que le plateau raison. Aïe. Ah ouais. Ah oui, ça c'est tellement vrai. C'est ce que j'essaie d'expliquer, de développer dans le livre. Voilà. Donc là, c'est de comprendre que oui, mon cerveau fonctionne soit pour moi, soit contre moi. Donc, dans toutes les situations, je peux vous assurer, dans toutes les situations de la vie, je vais sortir, non, il faut que je m'asseye. Le cerveau fonctionne toujours comme ça. Donc, si tu trouves maintenant les raisons pour sortir, ça veut dire que quoi? Tu as fait pencher la balance, le plateau, autant pour moi. Des excuses. Oui, c'est au niveau des excuses, c'est pourquoi tu t'es assis. Exactement. Donc, ceux qui sont souvent dans la zone de confort, ils ne veulent pas sortir. C'est ça. Exactement. Donc, dans toutes les situations possibles dans la vie, que nous devons prendre surtout une décision, ça fonctionne toujours comme ça. Le pour et le contre, l'avantage et le désavantage. Et le cerveau est conçu pour choisir la plus facile. La plus facile. C'est toujours comme ça. Exactement. Oui, on est programmé comme ça. Pour prendre l'option la plus facile. La plus facile. L'être humain de nature, ce qui est facile. Oh. Et pourtant. Exactement. Ce qui est facile nous renvoie la plupart du temps à une fin beaucoup plus difficile. Donc, si on choisit le début difficile, la fin sera beaucoup plus facile. Mais si on choisit la fin facile,
le début facile, la fin sera difficile. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu le concept que j'ai développé donc, pour aider les gens à comprendre en fait, le fonctionnement. Parce que ce qui m'est arrivé donc à développer ce concept, en réalité, quand vous prenez 90%, pour ne pas trop exagérer, sinon je pouvais aller peut-être à 95% des gens, la raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, Monsieur Nouroudine, la raison pour laquelle les gens n'évoluent pas, ne progressent pas, n'atteignent pas leurs objectifs, c'est très simple parce que beaucoup de gens abandonnent très vite. J'ai dit dans le livre quelque part, nous sommes souvent des bons débutants, mais des mauvais finisseurs. Oui, ça c'est clair. Le nombre de projets qu'on lance et qu'on ne termine pas, Dieu seul sait. Il reste dans l'ordinateur jusqu'à... Exactement. Donc, comment donc amener les gens à comprendre que tout se passe au niveau de leur cerveau et à faire en sorte que de faire banquer donc le plateau au niveau de leur raison, du côté de raison pour les amener à franchir les obstacles, à surmonter les difficultés, donc à pouvoir aller au bout de leurs rêves, de leurs projets, de leurs ambitions, soit de ce qu'ils veulent réaliser et accomplir dans la vie. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais donc à travers le livre. Profitons pour avoir 2-3 points clés pour me permettre de hacker mon cerveau pour qu'il fasse toujours pencher du côté de la raison plutôt que du côté des excuses. Quelles sont les choses que je dois faire? La première des choses, lorsque je me retrouve maintenant en face d'une situation peut-être difficile, la première des choses, et comme on a dit tout à l'heure, le cerveau choisit toujours l'option la plus facile. C'est ce que la plupart des gens font. La première des choses, en fait, c'est de se préparer. Comme je l'ai dit hier, c'est de préparer son cerveau à affronter, en fait, les difficultés. Les gens ne sont jamais préparés à affronter les difficultés. Et dès qu'elles arrivent, naturellement, elles résignent. Elles abandonnent. Donc, je me prépare, en fait, à affronter les difficultés mentalement. Pour affronter ce cerveau, il faut donc améliorer, soigner son dialogue intérieur. Alors, la personne avec laquelle vous parlez le plus au monde, c'est vous-même. Ça, c'est clair. Le nombre de pensées qui nous traversent le cerveau. Chaque jour, cette voix intérieure avec laquelle vous communiquez, vous discutez avec vous-même, votre intuition, ainsi de suite, c'est ça, entendre le dialogue intérieur. Donc, très souvent, le dialogue intérieur est tellement négatif. Je ne peux pas, je suis trop petit, je suis incompétent, je suis pauvre, donc tout ce qui va donc dans le mauvais sens. Donc, ça fragilise en fait le cerveau. Ça prépare le cerveau de façon négative, en fait, à affronter les difficultés. Et dès qu'elles arrivent, effectivement, donc on résigne. C'est clair. Donc, il faut donc préparer le cerveau. Je suis le meilleur. Je peux y arriver. Donc, tout ce que... En fait, j'ai donné beaucoup de choses donc, que les lecteurs peuvent lire, comprendre et appliquer pour donc, soigner le dialogue intérieur. Donc, lorsque le dialogue intérieur est tellement soigné et qu'il devient positif, c'est plus facile donc, de se préparer. Donc, pour maintenant revenir à la question, donc, tu as dit 3 choses. Donc, la première des choses, donc, se préparer mentalement, donc préparer le cerveau à toute éventualité et surtout donc, à ne pas résigner. La deuxième chose, lorsque maintenant on est en face d'une difficulté, il faut juste comprendre quelque chose. Il faut toujours se concentrer sur les récompenses et non sur les circonstances. Récompenses et non contre-circonstances. Oui. Alors, les circonstances, c'est ce que je vis. C'est ce que je fais face. C'est ce que peut-être je ressens autour de moi. C'est ce que peut-être je vois. Les circonstances, ce que je vis, ce que je ressens, les paroles, peut-être le mur qui est tombé, peut-être le vent qui a soufflé, la pluie qui tombe, voilà. Mais la récompense, c'est le mieux que j'espère, c'est le trophée que je veux, c'est la médaille, c'est la réussite que je veux. En affrontant ce problème. En affrontant, en fait, la difficulté. C'est puissant. Donc, si j'ai toujours mon attention beaucoup plus focalisée sur les récompenses, plutôt que sur les circonstances autour de moi, oui. Ce qui fera que mon plateau, donc, va donc beaucoup plus aller bas, donc me permettre en fait. C'est là beaucoup plus lourd. Être plus pesé. Exactement, beaucoup plus pesé. Et la dernière chose, par rapport à cette question, c'est avoir donc cette habileté ou bien cette capacité de résilience. Oui. Être résilient. La résilience, soit la persévérance, si vous voulez, c'est cette capacité à ne pas abandonner, surtout sur le bon chemin. Parce que souvent, lorsqu'on dit de ne pas abandonner, oui, si c'est le mauvais chemin, il faut abandonner. Si c'est tout ce que je fais, c'est toujours, non, il faut à un moment donné, si c'est que ce n'est pas vraiment la voie que je veux. Je sens au fond de moi que ce n'est pas le chemin que je vais emprunter. Il n'y a pas quand même du mal à abandonner. Mais lorsque j'ai une conviction certaine, lorsque je sais que ce que je fais, c'est ce que je veux faire, oui, je fonce. Juste parce qu'il faut forcément un temps pour que les choses s'accomplissent. On ne peut pas enceinter sa femme aujourd'hui et attendre à ce qu'elle accouche demain matin. Il faut nécessairement donc un temps de gestation naturelle des choses.
le bon Dieu ou bien la nature, ou soit l'univers si vous voulez, a fait les choses de cette façon. Il faut donc un minimum de temps. Donc il faut donc garder quand même une constance, une énergie pour parcourir la course de le point de départ pour franchir la ligne d'arrivée. C'est comme en fait une course de 100 mètres, par exemple. Donc comment maintenir le rythme, l'énergie pour franchir la ligne d'arrivée? C'est clair. C'est ça. Donc lorsque quelqu'un arrive à faire ces trois choses, c'est la première des choses. Donc, le dialogue intérieur. Soigner le dialogue intérieur. La deuxième chose, se concentrer. Qu'est-ce que j'ai dit? Sur les circonstances, pardon, les récompenses plutôt que sur les circonstances. Voilà. Et la troisième chose, lorsque la personne arrive vraiment à avoir cette qualité de persévérance, on va donc l'aider à... Ça, c'est le hack du cerveau. Dialogue interne, le dialogue intérieur, récompense, les récompenses et la persévérance. Lorsqu'on le fait, en fait, on prépare le cerveau. Il va toujours nous aider à faire toujours le bon choix. Même si des fois on peut se tromper, on n'est pas Dieu en fait. On peut se tromper. Mais 90% du temps, on va toujours s'en sortir. Voilà, donc c'est un peu ça. Excellent. Ouais. Dans ton livre, en plus de ça, tu parles beaucoup de rêves. Ouais. Oser réaliser vos rêves. Pourquoi la notion de rêve? Le rêve. Ouais. Est-ce que le rêve que je fais quand je dors, quand j'ai trop mangé? Ou bien il s'agit d'une toute autre chose. Pourquoi tu parles de rêve? Je vais quand même proposer une émission spéciale qui va durer environ 1h30, 2h. Pour uniquement, on va décortiquer si vous voulez, ce livre. Mais je vais quand même répondre à la question. Alors, ma sincère conviction est celle-ci. Chacun de nous vient dans ce monde avec des aspirations, des ambitions, des projets, des rêves, des choses, des souhaits, des désirs pour son futur meilleur, en fait. Chacun de nous. Donc, personne ne vient dans ce monde vide. On vient forcément avec ces choses. Donc, ces choses qu'on peut appeler, comme je l'ai dit, désirs, souhaits, aspirations, ambitions, visions, on peut donc les retrouver, soit on peut les regrouper dans cette notion de ce que je dis, donc les rêves. Les choses meilleures du futur. Les meilleures choses qu'on veut faire, cette meilleure personne qu'on veut devenir, ce meilleur emploi peut-être qu'on veut avoir, cet impact qu'on veut créer, cette entreprise, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là qu'on veut faire dans le futur, bien sûr. Et naturellement, ce n'est pas ce que nous faisons lorsque nous dormons. Mais plutôt, comme l'a dit quelqu'un, c'est ce qui nous empêche de dormir. Ok. Donc, si vos rêves ne vous empêchent pas de dormir, en fait, ce n'est pas un rêve. Oui. Wow. Oui. Donc, vos rêves doivent en réalité vous empêcher de dormir. À 2h du matin, vous réfléchissez. À 3h du matin, comment? Qu'est-ce qu'il faut? Je fais comment? Des questionnements, des introspections. C'est ça, en fait. Et naturellement, il n'y a pas un être humain aujourd'hui qui ne veuille pas réussir. J'en ai parlé au niveau de l'introduction. Il n'y a pas un être humain qui ne veuille pas un avenir meilleur, une vie beaucoup plus meilleure, gagner de l'argent, améliorer son état de santé. Il n'y a pas un être humain, en fait. Donc, nous voulons tous les choses meilleures. Nous voulons tous aller au pèlerinage, à la Mecque, et ainsi de suite. Nous voulons tous voyager à travers le monde. Mais le problème, c'est que très souvent, toutes ces choses que nous avons, on a du mal donc à les réaliser, à les atteindre, en fait. Donc, en fait, c'est la raison donc, du titre du livre. Voilà. Donc, toutes ces choses, toutes ces aspirations que nous avons. Et ces rêves, en fait, on risque de commencer parce que c'est tellement passionnant lorsqu'on va commencer par en parler. Les rêves, en fait, donnent naissance à notre existence, à notre vie. Ok. Et un être humain sans rêve, en fait, c'est un être qui est mort. C'est clair. En étant en vie. Mort vivant. Exactement, c'est un mort vivant. Donc, en fait, les rêves nous donnent une direction, nous donnent un sens, nous tracent un chemin et nous permet, en fait, d'être en vie. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en vie, mais ils sont morts, comme je l'ai dit. Parce qu'en réalité, ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. En fait, ils ont atteint leurs rêves. Ah oui, oui. Et j'en ai parlé. Comment est-ce qu'il faut réveiller ses rêves d'enfance? Alors, lorsqu'on était peut-être au cours primaire à l'époque, chacun avait... je veux devenir pilote, je veux ainsi de suite, je veux construire 3 maisons pour maman, je vais acheter 3 voitures, une pour maman, une pour papa, une pour moi-même. Plus le temps passe, un seul violon n'a pas encore acheté. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est quand même assez dur. Oui. Quand j'imagine les gens... Quand j'imagine les gens... Oui.
Quand j'imagine que les gens sont en train de... quand j'imagine que les gens sont en train de... Beaucoup de personnes vivent comme ça, en enterrant leurs rêves, en enterrant leurs convictions profondes. C'est assez désolant. C'est assez désolant. Et je suis très content et je suis très fier du travail que toi et beaucoup d'autres personnes sont en train de faire pour aider les gens à outrepasser ces sentiments, parce que je pense que ça doit être un sentiment extrêmement difficile que d'avoir un rêve et de s'en souvenir et de penser qu'on n'est pas capable de le réaliser. Ça doit être vraiment très difficile. Mais monsieur Nouroudine, il n'y a rien de plus désolant, de plus frustrant que de ne pas réaliser ce qui est important pour soi. Cette chose qui donne vraiment un sens à ta vie, qui définit en fait tout ton être. Il n'y a rien de plus désolant, de plus frustrant, en fait, de plus emmerdant que de passer à côté. À côté de son rêve. Et de savoir qu'en réalité, c'est ce que je vais faire. Mais que je me sens incapable. Je me sens incapable. Alors, une étude a été faite aux États-Unis qui a révélé, c'est dans un hôpital, pardon, autant pour moi, dans un hôpital, ça a été réalisé. Ce sont donc des aides-soignants, souvent les personnes qui sont pratiquement au dernier moment de leur mort, des maladies, des fois incurables, tellement difficiles. Et ces aides-soignants, c'est une étude qui a été faite. Des infirmières et autres, c'est ça, des soins pour les gens qui... Oui, des aides-soignants, les infirmières, et de suite, parce que c'est eux souvent qui sont au bord des... Voilà. Et durant ces derniers moments de ces gens, dans l'agonie, tu sais que peut-être tes jours sont tellement comptés. Tu sais que tu es arrivé à un niveau terminal. Niveau terminal. Quel est votre plus grand regret dans la vie? C'est la question qu'on leur pose. Et tu sais souvent la plupart du temps la raison? Non, dis-moi. Je regrette de ne pas avoir fait X chose. De ne pas me marier à une telle personne. De ne pas faire ceci. De ne pas. Les regrets en fait. Alors, si une personne qui est à l'agonie, en phase terminale de la mort, ou bien juste en phase de la mort, peut avoir comme un seul sentiment de regret par rapport à ce qu'il n'a pas pu faire en étant en vie, ça signifie beaucoup de choses en fait. Ça signifie beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qui est important pour nous dans la vie, on doit se consacrer en fait à ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va parler. On va maintenant aller dans le domaine, par exemple, de la passion. La passion. Oui, c'est vrai que... À la page 189 de mon livre, j'en ai parlé. Le travail que nous faisons pour réaliser nos rêves n'est pas une simple profession, mais de la passion. Il n'y a jamais d'accomplissement de rêve, non, en étant juste... non. La plupart du temps, les rêves se réalisent lorsqu'on travaille avec passion. Parce que ça demande du temps, de l'énergie. Du dévouement, même il faut complètement dédier sa vie. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu as posé la question, en fait, oui, ma vie est dédiée, en fait. Et maintenant, mon rêve, donc, c'est les gens. J'allais te poser cette question. Exactement. C'est toi ton rêve le plus fou? Alors, mon rêve le plus fou, comme je l'ai dit, c'est de devenir un conférencier, un auteur à succès, qui va animer beaucoup de conférences, écrire beaucoup de livres comme celui-ci, qui va impacter des millions de vies, en fait. C'est ça, en fait. Et qui va laisser un héritage inoubliable dans ce monde. Et dans mon livre, j'ai dit quelque part, l'immortalité n'est pas le fait de ne jamais mourir. C'est clair. Mais de ne jamais mourir dans le cœur des gens. Ah ouais, comme ça, il n'y a pas mieux comme phrase pour boucler. Donc, cet entretien, cette conversation super passionnante que j'invite vraiment les gens à lire ce livre. 12 chapitres pendant lesquels Leader Raoul nous apprend à ne pas lâcher nos rêves, à réveiller les rêves d'enfants. J'en suis qu'à l'introduction, je pense que c'est une bonne 50aine de pages. Et je suis sûr que je vais apprécier de dévorer ce livre dans les jours qui vont suivre. Leader Raoul, merci beaucoup. Merci d'avoir vraiment répondu à mon appel, d'avoir accepté d'avoir cette conversation avec moi. Je te laisse le dernier mot. Qu'est-ce que tu vas donner comme conseil aux gens qui vont suivre cet entretien? D'abord, je tiens à te remercier sincèrement, Nouroudine. Dernier mot, croyez toujours en vos rêves et suivez-les avec passion et certainement ils vont se réaliser. Merci beaucoup, Nouroudine. Merci beaucoup, Leader Raoul.